La guerre, au final, ça se règle toujours par des rapports de force économiques. Et les gens n'ont pas compris que quand les Occidentaux ont pris leurs sanctions, ils entraient en guerre. Souvenez-vous de l'époque où on va couper SWIFT, la Russie va s'effondrer. C'était ça le projet en fait. On ne l'a pas vu parce que ça a raté. Donc maintenant on comprend que tous les pays occidentaux vont fournir du matériel de guerre offensif à l'Ukraine et ça y est, on percute, la thèse est validée, les gens admettent en ce moment que la Troisième Guerre mondiale a commencé. La politique extérieure, c'est la zone d'action de rêve pour l'oligarchie en fait. Il faut qu'on sache que les préférences de chaque pays ne naissent pas des lubies éventuelles de dictateurs fous, mégalomanes arrivés dans ces pays par hasard, mais que les différences de valeurs politiques ou de comportements politiques sont ancrées dans quelque chose de plus profond qui n'est pas modifiable rapidement. Il y a du danger à confondre des affrontements anthropologiques avec des affrontements de valeurs. Dans le contexte actuel, je pense que les objectifs des Russes, c'est tenir. Ce que sont nos objectifs de guerre, je ne saurais même plus les définir. Je ne sais même plus ce qu'on cherche. La presse, l'organe fondamental de contrôle dans une démocratie libérale, va en fait agir comme un incitateur d'irresponsabilité pour les politiques. C'est comme une sorte de vertige nihiliste en fait dans nos sociétés. Et ce vertige nihiliste est ce qu'on appelle la défense de nos valeurs. Emmanuel Todt, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du Cité Lucide. Alors, tu es anthropologue, démographe, historien, prospectiviste. Tu t'es spécialisé dans l'étude des systèmes familiaux et leur rôle dans les phénomènes sociaux et les systèmes idéologiques. Tu as réalisé des prédictions assez prophétiques, puisque dès 1976, tu annonçais la chute de l'URSS dans les années à venir. Et en 2003, tu as écrit Après l'Empire sur la décomposition de l'Empire américain au moment où tout le monde ne parlait que d'hyperpuissance. Alors, tu as publié en juin dernier un livre de géopolitique sur le conflit ukrainien qui s'appelle « La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé ». Il a une grande particularité, comme on le voit ici, c'est que tu l'as publié au Japon et qu'il n'existe pas de traduction de cet ouvrage qui a connu un succès retentissant. Tu en as vendu plus de 100 000 exemplaires au Japon. Tu as attendu un certain temps avant de t'exprimer en France, d'abord dans Marianne, puis par un entretien qui a été très lu dans Le Figaro, puis plus récemment sur Europe 1 ou LCI. Donc on a voulu t'inviter pour prendre le temps afin que tu développes tes visions très originales sur le conflit ukrainien. Alors première question qui vient assez naturellement, pourquoi as-tu décidé d'écrire ce livre et de le publier au Japon et pas en France? L'ambiance était dans l'émotion en France. Moi, je suis historien, j'ai le défaut de toujours regarder les événements historiques du présent avec un œil qui reste froid. Peut-être c'est une déformation professionnelle, mais j'ai pensé que si je commençais à faire de l'analyse dès le mois de juin en France, je me ferais socialement carbonisé et pour rien, en fait. Donc, je n'ai pas trouvé de l'utilité. Ce n'est pas vraiment de la lâcheté. Le Japon, c'est différent. Le Japon a une histoire de conflit avec la Russie très profonde. Mais le Japon est le Japon et l'Ukraine est loin. Donc, ça n'est pas la guerre se passe en Europe. La guerre se passe loin. Donc le Japon n'est pas dans l'émotion sur la guerre d'Ukraine spécifiquement. Et la deuxième raison, c'est qu'en France, je me suis mis par mes recherches ou par mes analyses de prospective le plus souvent en contradiction avec la pensée dominante en France. Mon opposition à l'Europe de Maastricht aussi m'a mis en opposition avec mon milieu. Mais au Japon, c'est un autre monde. Je suis un type complètement reconnu et je peux m'exprimer. Ici, je suis ostracisé. Je n'ai pas accès à la télévision d'État ou à la radio d'État. Je suis marginalisé par la presse la mieux pensante. Je remercie Le Figaro. Mais le monde, mais hostile depuis toujours, ce qui est un paradoxe, puisque j'ai travaillé au monde des livres quand j'étais jeune.
Alors, tu as choisi un titre choc pour ce livre. La Troisième Guerre mondiale a commencé. Et justement, c'est le regard que tu portes sur ce conflit, parce que je rappelle que ça, tu l'as décidé en juin dernier. Alors maintenant, on est en train de se rendre compte que c'est en train de prendre un tour qui devient de plus en plus dangereux. C'est quoi ton analyse de ce conflit? Ce qui m'a fait comprendre que ça allait durer, c'est que c'est une réflexion sur la première sortie intéressante, la première analyse intéressante, qui a été celle de John Mearsheimer. C'est à l'époque où tout le monde se tairait, ce géopoliticien américain de tendance réaliste a dit, là, pour la Russie, l'Ukraine est une question existentielle. Parce que c'est existentiel, les Russes taperont de plus en plus fort, jamais ils ne sortiront de cette guerre. Et là, il en tire une conclusion qui peut s'avérer fausse, mais ça n'est pas certain, et donc les Russes vont gagner. Mais l'axiome derrière ça, c'est pour les États-Unis, ça n'est pas existentiel. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que il est évident que si la Russie tient sur le plan militaire, il va sans doute qu'elle va tenir. Mais ce qui est plus inattendu, sur le plan économique, elle tient, eh ben, la preuve aura été apportée qu'une grande nation peut survivre, s'organiser avec les autres grandes nations comme l'Inde, la Chine ou des acteurs importants comme l'Arabie saoudite, en dehors du système de contrôle monétaire et financier américain. Et donc, dans ce cas-là, le rôle central du dollar s'effondrera et l'Amérique vit de ce rôle central du dollar. C'est-à-dire le déficit du commerce extérieur sur les biens n'en finit pas d'augmenter aux États-Unis, malgré le protectionnisme, un peu d'Obama, beaucoup de Trump, de nouveau de Biden, parce que l'Amérique n'arrive pas à se remettre au travail. Il y a quelque chose de non réversible dans le déficit commercial américain. Et si la Russie apporte la preuve qu'elle peut tenir, eh ben, les ressources matérielles de l'Amérique vont s'effondrer. Et donc, la guerre est existentielle pour les États-Unis. Ils doivent s'engager de plus en plus. Et nous avons la certitude, au fond, prospective, de ce que cette guerre va durer et s'étendre. Ça, c'est le premier temps. C'est la critique, le complément à l'analyse de Mearsheimer. La deuxième chose, c'est que les gens ont une vision naïve de la guerre que n'ont pas les historiens. C'est-à-dire, pour les gens, pour l'émotion qui règne, la guerre, ce sont des gens dans des chars, dans des avions, avec des canons qui se tirent dessus. Il y a du sang, il y a des blessés, il y a des morts, des bâtiments détruits. C'est affreux, c'est la guerre d'Ukraine. C'est ce que les gens pensent être la guerre dans sa substance. Mais la réalité de la guerre, au final, ça se règle toujours par des rapports de force économiques. La raison pour laquelle les Américains sont arrivés en vainqueurs ultimes dans la Deuxième Guerre mondiale, ça n'était même pas parce qu'ils avaient fait les efforts militaires en termes de vie humaine les plus importants. C'est parce que l'industrie américaine, c'était 45% de la production industrielle mondiale. Et les gens n'ont pas compris que quand les Occidentaux ont pris leurs sanctions économiques, ils entraient en guerre. Les gens ne se rendent pas compte que quand on veut détruire économiquement un pays, en fait, on produit des morts. Les blocus américains de l'Irak ont produit des centaines de milliers de morts en Irak, dans une époque très récente. Et ça, les gens n'ont pas compris. Souvenez-vous de l'époque où on va couper SWIFT, la Russie va s'effondrer. Et donc, on va couper SWIFT et les Russes vont crever de faim. C'était ça le projet, en fait. On ne l'a pas vu parce que ça a raté. En vérité, la Russie s'est déconnectée, ils avaient préparé, ils étaient prêts, mieux sans doute encore qu'ils ne l'imaginaient. Ils ont tenu le coup, et du coup, on s'est retrouvés, nous, avec des taux d'inflation ahurissants. Il y a beaucoup de pays européens qui maintenant ont des taux d'inflation supérieurs à la Russie. Et donc, parce qu'on n'a pas vu, parce que notre offensive économique a échoué, on n'a pas vu qu'on était entré en guerre. Et là, la prise de conscience vient, parce que les difficultés à abattre la Russie, la situation très incertaine sur le plan militaire, et sans doute en ce moment très défavorable à l'Ukraine, ont amené les Occidentaux, à ce geste d'ailleurs plutôt symbolique, d'envoyer des chars
Léopard, Challenger.